Je propose que nous commencions cette quatrième séance du cycle d'économie de la santé à la PHP. Je remercie tous ceux qui sont fidèles à ce cycle de conférences. C'est donc la quatrième session. Le sujet d'aujourd'hui, c'est celui de l'évaluation économique. C'est un sujet qui est particulièrement important pour Hospinomics, mais pas seulement. Je pense que c'est aussi important pour la PHP, plus largement au niveau national, voire international. Et je pense que c'est une application du calcul économique qui se développe rapidement dans le domaine de la santé, mais qui malheureusement reste associée pour beaucoup des professionnels de la santé à l'idée d'une maîtrise des dépenses de santé et dans une approche qui est souvent très comptable et de court terme. Et donc l'objectif de cette séance, c'est justement de montrer que l'évaluation économique est beaucoup plus large, qu'elle peut intégrer d'autres dimensions que la seule efficience, en particulier l'équité, et qu'elle est souvent, à moyen voire long terme, je pense que ça fait partie des objectifs d'Hospinomics que de montrer ces dimensions et de montrer effectivement que l'économie de la santé se démarque d'une approche qui serait purement comptable et d'un calcul de coûts. En particulier, c'est cette idée de mettre en regard les coûts et les bénéfices qui nous est très chère et que nous souhaitons développer aujourd'hui dans le cadre de cette quatrième séance. Alors, c'est aussi, du point de vue de la paix, une façon d'inviter tous ceux qui sont présents et qui sont de la paix à nous solliciter en tant que chaire d'économie de la santé, et dans des temps aussi précoces, je dirais que possible. Aujourd'hui, les programmes de recherche médico-économique, le PRME, qui est financé par le ministère, fait l'objet de nombreuses sollicitations, mais malheureusement, ce que l'on remarque, c'est qu'assez souvent, les économistes sont sollicités un peu tardivement, ce qui fait que parfois, on a peu de temps pour répondre à des demandes. Et l'objectif de cet après-midi, c'est vraiment de faire en sorte d'appeler un peu à un changement de paradigme, à se dire que l'évaluation économique et les autres sciences humaines et sociales, puisque l'objectif c'est aussi cette ouverture large sur un ensemble de disciplines, pas seulement l'évaluation économique, eh bien c'est de dire que ce travail doit être mené très précocement avec les cliniciens, que ceci permettra vraiment de changer complètement la façon de travailler ensemble. Donc, vous voyez que cette invitation à un changement de paradigme aujourd'hui est vraiment tout à fait importante pour nous, et c'est en tout cas l'objet de cette soirée. Alors, ce que je vais faire de manière très, très rapide, c'est d'introduire les trois intervenants. Vous avez sous les yeux le programme. Et donc, Benoît Dervaux nous a rejoint. Il est docteur en sciences économiques, MCUPH à l'Université de Lille 2. Et il est en charge du pôle innovation et évaluation médico-économique de la DRCI du CHU de Lille. Donc, Benoît va intervenir en premier, puis Lionel Perrier, qui est aussi docteur en sciences économiques, qui est responsable du pôle innovation et stratégie du centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon, et Jean-Claude Dupont, qui est docteur en philosophie, qui est directeur adjoint de la chaire Hospinomics. Donc, une particularité commune à ces trois intervenants ce soir, c'est qu'ils sont membres de la commission d'évaluation économique et de santé publique de la Haute Autorité de Santé, au-delà, bien sûr, de leurs caractéristiques propres, et je pense qu'on aura l'occasion, bien sûr, d'en discuter. Et j'introduirai dans un deuxième temps notre invité surprise qui sera aujourd'hui présent pour justement discuter et prendre part activement aux discussions qui vont avoir lieu après les trois présentations. Je demande à chacun des trois intervenants de tenir des temps courts, à peu près 15 minutes chacun, de façon à ce qu'on ait beaucoup de temps pour discuter et avoir notamment une discussion dans un deuxième temps. Merci beaucoup, Benoît, je te passe la parole. Je te remercie de nous avoir rejoints aussi vite. Ici, donc on m'a demandé de venir vous parler un tout petit peu de l'actualisation du guide méthodologique de la Haute Autorité. Donc simplement pour vous rappeler que donc, dans le cadre législatif récent 2008-2012, en fait, la Haute Autorité a acquis des prérogatives nouvelles en matière d'évaluation médico-économique, avec en 2012 finalement l'obligation qui est faite aux industriels de déposer un dossier d'analyse médico-économique pour des produits qui revendiquent un caractère d'innovation, donc un ASMR 1, 2 et 3, et qui aurait un impact significatif sur les dépenses d'assurance maladie. Alors, deux points importants dans cette définition, c'est que d'abord, c'est bien l'ASMR revendiqué par l'industriel qui importe, et non pas l'ASMR obtenu in fine par l'industriel, et pour une bonne partie des produits,
L'industriel revendique un ASMR important d'innovation, mais finalement la Commission de la transparence attribue un ASMR 4. Et donc vous voyez qu'on est là dans une configuration un peu spécifique, et puis l'impact significatif qui a été finalement établi par le collège, à défaut de pouvoir le mesurer de manière plus pertinente, a été établi sur un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros TTC en deuxième année. Vous voyez, ça concerne un certain nombre de produits. Le critère d'évaluation d'impact budgétaire relativement faible, donc beaucoup de médicaments sont éligibles finalement à l'évaluation médico-économique dès lors qu'ils auraient un caractère innovant. Par contre, pour les dispositifs médicaux, les choses sont relativement rares, puisque ce sont des chiffres d'affaires qui sont au-delà généralement des cibles des dispositifs médicaux. Alors, pour qui, vous savez qu'en France on distingue dans une étape tout à fait séquentielle le remboursement et le prix. À ce jour, l'évaluation médico-économique ne sert pas à la détermination du niveau de remboursement, enfin du remboursement par l'assurance maladie, mais est une aide à la décision, à la négociation du prix par le CEPS. D'accord ? Donc en fait, on n'intervient pas sur la question du remboursement, on intervient strictement à titre d'aide à la décision, d'aide à la négociation pour le collège, pour le comité économique de politique de santé. Alors, il y a un débat qui fait rage en ce moment, alors qui a à voir avec le méthodologique et pas tout à fait, qui est en fait la publication des avis d'efficience. Puisque nous sommes en France dans un pays où le régulateur est régulé par celui qu'il est censé réguler, et donc effectivement l'avis d'efficience ne peut être rendu public qu'après finalisation de la négociation entre le CEPS et l'industriel, ce qui fait que un bon nombre d'avis d'efficience sont produits, mais restent sous l'embargo, finalement, tant que la négociation n'est pas aboutie. Et en fait, ce que vous voyez sur le site de la Haute Autorité n'est jamais que les produits pour lesquels la négociation est allée jusqu'au bout. Et il y a un grand débat actuellement entre nous et le CEPS sur finalement la date de sa publication de cet avis. Nous tenons à ce que cet avis soit publié le plus tôt possible, et si c'est avant la négociation, tant mieux. Mais pour l'instant, la position n'est pas celle qui est retenue. Alors pour élaborer tout ce dispositif réglementaire, la Haute Autorité s'est lancée bien sûr sous la houlette de Lise il y a quelques années à l'édiction d'un guide méthodologique, en fait une sorte de référentiel de bonnes pratiques. Il ne s'agissait pas effectivement d'avoir un guide qui soit le produit d'une société savante, mais finalement, parmi toutes les options méthodologiques envisageables, celle que la Haute Autorité jugeait les plus pertinentes pour la mission qui était la sienne. Et le guide méthodologique, donc c'est bien ça. Donc il ne faut pas confondre le guide méthodologique de la Haute Autorité avec le guide méthodologique d'une société savante. La société savante fait peut-être de la science, la Haute Autorité a assumé un certain nombre de missions réglementaires, et le guide méthodologique est là pour asseoir ces missions réglementaires, et non pas pour faire nécessairement de la science, même si bien sûr ce guide repose sur les éléments de science disponibles. Alors ce guide va effectivement aborder tous les chapitres de l'évaluation médico-économique, que ce soit les questions de choix structurants, de définition d'horizon temporel, de population cible, de comparateurs, de méthodologie d'actualisation, enfin tous les points vont être abordés dans ce guide méthodologique, qui doit être en fait self-content, c'est-à-dire en gros qui doit contenir tout ce qui est nécessaire à l'évaluation médico-économique. La posture qui avait été prise pour ce guide méthodologique et qui continue à prévaloir comme doctrine à la Haute Autorité, c'était deux choses. C'était de dire en fait dans ce guide on n'a que de l'évaluation médico-économique, et l'évaluation médico-économique va faire appel à d'autres types de compétences que strictement la compétence médico-économique. Et donc par exemple les questions de traitement biostatistique ou économétrique des données de survie n'a pas vocation à faire partie de ce guide méthodologique, puisque c'est supposé relever d'une compétence plus large que celle de l'application du calcul économique. De la même manière, et progressivement au cours du temps, on voit se développer des comparaisons indirectes. La méthodologie des comparaisons indirectes ne fait pas partie du guide. Le guide renvoie à des documents qui stipulent la manière de conduire une comparaison indirecte, mais n'aborde pas la comparaison indirecte en tant que telle. Donc vous voyez, il y a une question de périmètre, et on avait à l'époque balisé le périmètre en disant voilà ce qui est strictement de notre compétence et voilà ce qui est partagé avec d'autres. Je vois Robert qui hoche la tête, c'est pas que c'est pas notre compétence, mais on la partage avec d'autres, et peut-être que ce guide n'a pas abordé ceci. Alors vous allez voir, ceci a une incidence importante sur le constat que l'on peut faire à ce jour. Voilà. Alors les avis d'efficience, c'est trois choses. Les avis d'efficience, c'est d'abord une recevabilité méthodologique.
Est-ce que le dossier qu'a déposé l'industriel répond finalement aux recommandations du guide qui avait été élaboré par l'autorité? Donc ça, c'est l'assessment, comme diraient les Anglais. Il y a une phase en commission d'élaboration de l'avis d'efficience, et puis finalement, il y a l'articulation entre la primo-inscription et la réinscription, qui est en fait qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on souhaiterait avoir comme données nouvelles, pour qu'à la clause de revoyure, généralement à 5 ans, l'évaluation de l'efficience du produit de santé puisse être refait dans des conditions beaucoup plus certaines que ce qui est fait en primo-inscription. On est tous bien conscients qu'en primo-inscription, beaucoup d'incertitudes demeurent et que finalement, les données nouvelles doivent être produites en vie réelle et en utilisation effective du produit de santé pour arriver à la réinscription. Alors, tout ça, c'est du bien connu, mais nécessaire pour baliser le terrain. Alors, le guide méthodologique, en gros, il va évoluer sous trois forces finalement importantes. C'est ce que je vais essayer de vous résumer là. Alors, le guide méthodologique doit être réactualisé pour 2016. J'avoue qu'on est un tout petit peu en retard et que donc 2016 sera probablement dépassé pour le guide méthodologique. Il y a 3 éléments forces qui vont faire évoluer ce guide méthodologique. C'est l'évolution de la littérature. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature de nouveau pour nous aider à réfléchir à cette question de l'application du calcul économique à la santé. C'est la question, bien sûr, de l'expérience, puisque nous avons maintenant 4 ou 5 ans d'expérience des avis d'efficience, donc on a un certain nombre de retours d'expérience qui permettent effectivement de voir là où le guide méthodologique serait insuffisamment précis pour ensuite, qui nécessiterait donc des précisions. Et puis, une troisième force très importante qui est l'évolution du contexte et de la doctrine. Finalement, la demande sociale, on en est où? Comment ça évolue? Et vous allez voir qu'il y a des choses assez importantes qui vont évoluer. Voilà. Alors, je vais juste insister un petit peu, je vais vous parler tout à l'heure des réserves et de la nature des réserves qu'on est amené à mettre sur les dossiers qui sont déposés à la haute autorité, ce que j'appelle l'expérience. Alors, vous allez voir, je vais m'insurger contre une clause de l'accord cadre, qui est en fait la justification de la réserve majeure. Je vais m'insurger, je le répète, nous sommes dans un pays extraordinaire où le régulateur se fait réguler par celui qui est censé réguler, et donc on est vraiment dans cette clause-là, c'est l'industriel qui dit finalement expliquez-moi pourquoi une réserve majeure. Alors, il ne s'agit pas de prendre les réserves majeures pour les intégrer de reprendre les réserves majeures pour finalement amender le guide de sorte que ça irait mieux pour les industriels. C'est pas ça l'objet. Par contre, c'est notre responsabilité quand même que de regarder les réserves pour voir dans quelle mesure finalement ces réserves traduiraient finalement une incompréhension de ce qui est dans le guide. Vous voyez un petit peu, donc c'est une posture qui n'est pas tout à fait aux ordres, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de prendre acte de l'expérience pour réinterroger nos pratiques. Alors, on va revenir sur les réserves majeures tout à l'heure, et pourquoi les réserves majeures sont-elles importantes et pourquoi sont-elles devenues le nerf de la guerre? C'est que le CEPS a instauré une doctrine qui n'était pas celle qu'on souhaitait au départ. La doctrine qu'on souhaitait, que le CEPS a adoptée, c'est que, vous savez que pour les produits qui obtiennent effectivement un ASMR 1, 2, 3, il y a une garantie de prix européen. Et la doctrine qu'a instauré le CEPS, c'est de dire finalement, si la CESP émet une réserve majeure, c'est-à-dire s'interdit d'interpréter l'efficience du produit de santé au regard d'une mauvaise qualité méthodologique, le CEPS se donne la liberté de sortir du prix européen. Et donc vous voyez que c'est un enjeu colossal pour les industriels, c'est-à-dire en gros, même pour un ASMR 1, 2, 3, pour lequel j'aurai une garantie de prix européen, on ne se cache pas, c'est l'Allemagne, le Royaume-Uni, donc du prix libre, finalement, une possibilité de négocier en dehors du prix européen. Donc vous voyez bien pourquoi c'est devenu un enjeu extrêmement important, bien au-delà de ce que nous souhaitions, parce que nous souhaitions, nous, avoir simplement un regard sur la nature méthodologique de la réserve, et finalement, cette nature méthodologique est instrumentalisée dans une démarche qui est une démarche de négociation et qui n'est pas la celle qu'on souhaitait au départ. Donc vous voyez, on devient un petit peu prisonnier de notre propre outil. Alors le contexte, quelques petites choses. En contexte, vous savez que le contexte a beaucoup évolué en France. L'évaluation médico-économique s'est considérablement assise. Son assise est de plus en plus important. Il y a le rapport IGAS de 2014 qui est très important. Alors que dit le rapport IGAS? Il dit un certain nombre de choses vous allez voir qui vont être suivies des faits. La première, c'est effectivement le fait qu'une évaluation médico-économique
doit être assortie d'une évaluation d'impact budgétaire. Alors, avec Lise, à l'époque, on avait beaucoup insisté sur les avis d'efficience et très peu sur les analyses d'impact budgétaire parce que nous voulions donner la primauté à l'analyse d'efficience et non pas à l'impact budgétaire. Voilà, peut-être est-il temps de rééquilibrer un tout petit peu les affaires. Et ce que dit l'IGAS, deux autres choses importantes, c'est que dans notre pratique à la haute autorité, pour l'instant, on fait essentiellement de la recommandation d'ordre méthodologique. Néanmoins, l'objectif, c'est bien de porter un regard sur l'efficience du produit. Donc, il faut aller de l'assessment à l'appraisal, et cette étape-là n'est pas facile, d'autant que dans le contexte français, nous n'avons pas de règles d'interprétation de RDCR. Et donc, nous avons, dans notre histoire courte de la CES, eu des RDCR qui étaient de l'ordre de 20 000, 30 000 euros le quali, puis c'est monté progressivement à 90 000 euros le quali. Et puis, alors d'aujourd'hui, sans sourciller, on voit arriver des RDCR à 300 000, 400 000 euros le quali, et il suffirait que ce soit une maladie rare pour que nous soyons à 4 millions d'euros le quali. Mais tout ça sans que ça ne fasse sourciller personne. Voilà. Donc effectivement, l'interprétation du RDCR est quand même une chose importante, et c'est probablement le message important que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. C'est pas tellement dans les aspects méthodologiques que les choses se jouent à l'heure d'aujourd'hui, plutôt que sur finalement les règles d'interprétation et la manière dont tout ça vient sortir. Puis la dernière chose que dit l'IGAS de manière importante, c'est effectivement qu'il faut développer une offre universitaire pour ça. Le rapport Colton qui dit exactement la même chose, donc vous voyez, tout ça est assez congruent. Et tout ça donne naissance à un certain nombre de choses, donc qui vont être reprises dans le guide méthodologique. On est en train de finir l'élaboration du guide méthodologique de l'impact budgétaire, de l'analyse d'impact budgétaire. Donc ce document a été validé par la CES, est en cours de validation au collège, et comme le guide méthodologique de l'évaluation médico-économique sera soumis à consultation publique et validation publique, donc tout ça est en train d'évoluer. Voilà. Et puis le dernier élément de contexte que je voulais vous rappeler, c'est effectivement l'accord cadre, donc qui rappelle finalement un certain nombre de choses et qui dit effectivement que l'analyse d'impact budgétaire dorénavant devient obligatoire pour les produits à 50 millions d'euros au bout de 2 ans de commercialisation. Remarquez au passage que je ne comprends pas très bien à titre personnel pourquoi on a 20 millions d'un côté et 50 millions de l'autre. Enfin bon, voilà, ça fait partie des histoires françaises. Et puis, ce que je vous signalais à l'instant, qui est le régulateur régulé ou le CMS, a une revendication extrêmement forte de justifier les réserves majeures. Donc, il ne s'agit pas effectivement de nier notre responsabilité à mettre des réserves majeures et que ces réserves majeures doivent être justifiées du point de vue méthodologique, mais il s'agit bien sûr de considérer que nous n'avons pas à nous enfermer dans une liste fermée de réserves majeures, de causes qui justifieraient une réserve majeure, parce que bien sûr, dans ce cas-là, effectivement, on voit bien que la manière dont les choses pourraient être renouvelées. Le deuxième document important qui va être repris dans le guide méthodologique, qui est effectivement le guide la réflexion et l'état de littérature qui a été faite par la haute autorité sur les référentiels d'interprétation des RDCR, mais on reste dans la culture à haute autorité, on reste dans la revue de littérature, c'est le boulot de la haute autorité, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, il faudrait que ce document passe ailleurs pour qu'effectivement des décisions soient prises, ou tout au moins des éléments de doctrine soient élaborés pour que les RDCR puissent être interprétés. Alors l'expérience, je vais passer rapidement, simplement pour vous montrer que sur les 21 avis qu'on a rendus en 2015, en fait, vous voyez qu'un certain nombre de réserves ont été mises, donc il y a beaucoup de réserves qui sont à chaque fois émises sur l'ensemble des dossiers, donc on fait notre travail à peu près le plus intelligemment possible. Les réserves importantes, réserves mineures, sont des voies d'amélioration et des causes d'incertitude du dossier. Par contre, vous voyez que les réserves majeures ou les réserves majeures partielles sont des clauses qui permettent effectivement au CEPES de négocier de manière beaucoup plus dure le prix, notamment en faisant sortir le prix européen. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les réserves? Je vous laisserai le diaporama, mais sur les réserves, l'essentiel, c'est que c'est absolument pas sur l'aspect économique que les choses portent. C'est-à-dire, on n'a quasiment pas de réserve sur le calcul des coûts. On a peu de réserves sur le calcul des utilités. Même si beaucoup de progrès pourraient être faits, mais il n'y a rien qui justifierait une réserve majeure. Par contre, là où on a des réserves qui sont extrêmement importantes, ce sont des réserves qui portent sur les choix structurants. Et les choix structurants, qu'est-ce que c'est? C'est plus la question des comparateurs. D'accord? Donc on a des comparateurs qui sont absolument non pertinents, des comparateurs qui n'ont pas été sélectionnés alors qu'ils devraient l'être. Voilà. Donc cette question du comparateur, elle est extrêmement importante.
D'autres réserves méthodologiques extrêmement importantes, c'est finalement toutes les questions d'extrapolation des données cliniques. Nous vivons dans un monde merveilleux. L'innovation, c'est génial. Hein, il faut aller très vite. Il faut que l'innovation arrive demain au bout du patient. Résultat des courses, on a des données cliniques hyper fragiles. Et donc, on a des données qui, à un moment donné, arrivent en disant, voilà, et même des industriels qui arrivent de bonne foi en disant, moi je demandais une indication étroite, mais l'IMI m'a donné une indication plus large. J'ai pas les données. Et donc, on extrapole les données d'une population et d'autres populations. Enfin, bref, on bricole, quoi. Vraiment, c'est pour certains sujets, on bricole vraiment. Et vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec l'économie, ça a à voir finalement avec la manière dont on interprète de manière raisonnable des données cliniques, des données d'essais cliniques. Voilà. Vous voyez, donc des choses extrêmement simples. Alors, du point de vue de la méthodologie, je vais m'arrêter parce que sinon je utilise de me répéter. Du point de vue de la méthodologie, on a assez peu de choses à dire. Nous, ce qu'on a pas mal regardé ces derniers temps, c'est la question de la modélisation, qui a pas mal été élaborée, avec des approches qui deviennent finalement assez intéressantes, qui deviennent des approches qui sont assez intégratives. Et peut-être vous avez entendu parler, on a reçu récemment la personne qui développe DICE, donc qui est en fait effectivement une manière de rendre, c'est pas génial, hein, c'est pas la révolution, mais ça a au moins le mérite de rendre les choses dans différents types de modèles, des choses qui sont extrêmement discutables, donc transparentes. Donc c'est plutôt en termes de simplicité plutôt qu'en termes de pertinence qu'il faut voir cette approche, mais c'est probablement des choses qu'on va commencer à réfléchir. Puis il y a eu beaucoup d'énoncés. Il y a très peu de choses du point de vue méthodologique qui révolutionnent finalement la science. Hein. Voilà, le substrat théorique et méthodologique a été posé il y a de nombreuses années. Il y a des petites choses qui s'améliorent. Alors par exemple, pour un domaine qui m'intéresse sur la valeur de l'information, par exemple les techniques de métarégression pour, à partir des données de l'analyse de sensibilité probabiliste, pour faire complètement une analyse de l'expected value de l'analyse de la valeur espérée de l'utilité partielle ou la valeur espérée de l'utilité d'un échantillonnage. Tout ça, voilà, on peut commencer à le faire parce qu'avant on ne savait pas le faire parce que c'était calculatoirement trop demandeur. On commence à pouvoir le faire. Donc plutôt des petites choses qui changent plutôt que globalement le modèle qui se lit. Je voulais juste insister un tout petit peu, c'est qu'on voit bien que sur les aspects qui sont strictement de notre champ, il y a un vrai sujet autour de l'évaluation des utilités. Je vous ai dit, on met pas beaucoup de réserves majeures sur les utilités, mais pourtant tout n'est pas fait. Voilà, donc on a beaucoup attaqué des questions de proxy notamment. Hein, donc je fais des vignettes auprès d'un docteur. Hein, le docteur va me dire combien le patient est bien. Hein, voilà, vous voyez un petit peu ce genre de choses. Donc ça, comme ça on laisse pas passer, mais pour le reste on laisse à peu près tout passer. Mais probablement qu'il va falloir y revenir. Et là, il y a vraiment besoin de la communauté universitaire pour qu'on avance là-dessus. Les Anglais ont beaucoup développé le mapping. On n'a rien sur le mapping, on ne sait rien en faire du tout en France. Il y a des nouveaux questionnaires, hein. Le Q5D est très peu sensible, hein. Le Q5D 5L arrive, donc tous les pays du monde sont en train de faire le Q5D 5L. En France, on regarde le train passer. Donc, voilà. On prendra les données anglaises probablement, hein, faute d'avoir développé les données françaises. Voilà. Et puis des petites choses, l'actualisation, mais ça c'est déjà acté, hein. C'est les rapports de la commission Kiné, à laquelle Bob Shark a beaucoup participé, qui réévalue finalement le taux d'actualisation. Donc tout ça devrait être repris dans le guide méthodologique pour qu'on avance. Et puis sur la mesure des coûts, très peu de réserves, mais je voulais juste insister un tout petit peu sur le fait qu'il fallait probablement qu'on aille vers des référentiels de coûts. Hein. Donc voilà, beaucoup de pays ont des référentiels de coûts. L'assurance maladie a toutes les données pour le faire. Voilà, ce serait quand même pratique si on pouvait avoir une feuille avec voilà, une consultation de médecin généraliste, ça coûte autant, une consultation de médecin spécialiste de telle spécialité, ça coûte autant. C'est pas très compliqué à faire et ça permettrait effectivement d'arriver à améliorer un tout petit peu la comparabilité des travaux. Et puis il y a le travail qui est piloté par Lionel sur les coûts hospitaliers, qui effectivement essaie de faire là aussi la synthèse de la manière dont on peut utiliser les bases de données disponibles pour faire du calcul des coûts hospitaliers. Donc vous voyez, message important, c'est pas trop sur la technique, c'est pas trop sur les aspects très méthodologiques que se jouent, c'est beaucoup plus sur le contexte décisionnel, et on voit bien que les véritables enjeux et la poursuite de l'installation de la médico-économie dans le contexte français se jouent essentiellement au travers de notre capacité collective à faire des choix. Benoît, je pense que tu as fait une transition très heureuse. Je vais passer tout de suite la parole à Lionel pour qu'il puisse justement aborder cette question des coûts. Merci, bonsoir. Je vais parler donc du guide
méthodologique sur les coûts que nous sommes en train de développer. Le contexte donc de la création de ce groupe de travail sur un guide méthodologique sur la question du costing s'inscrit donc dans le cadre du GT4, le groupe de travail et innovation de la DGOS, sous l'égide de la DGOS et de la conférence des directeurs généraux commission recherche et innovation, la CRI. Et donc les discussions avaient été initiées en 2012, lorsqu'il y avait eu un échange entre les membres du GT4 et puis donc qui regroupe les DRCI, des différents établissements français, avec les GOS, et donc sur une possibilité d'articuler les modes de fonctionnement possibles entre la HAS et la DRCI, et des réflexions communes donc, sur le guide méthodologique, comment les hôpitaux finalement utilisent ce guide et quelles sont les thématiques qui seraient à développer, les compléments à apporter. Voilà, donc c'était le contexte dans lequel a été créé ce groupe. Et donc finalement, il y a 3 étapes qui se sont dégagées. D'une part, le recueil un retour d'expérience sur l'utilisation du guide HAS par les économistes qui font de l'évaluation économique à l'hôpital, l'utilisation, les difficultés rencontrées, les questions restées sans réponse. Ensuite, deuxième étape, recueillir les suggestions concernant des thématiques, des thèmes complémentaires à développer, complémentaires au guide méthodologique de la HAS. Et puis, rédiger un document, un guide méthodologique adapté à l'évaluation hospitalière, qui soit vraiment une aide pour les personnes qui font de l'évaluation économique à l'hôpital. Alors, concernant la première étape, recueillir les retours d'expérience du guide HAS, nous avions envoyé le questionnaire aux différents DRCI, nous avons eu 26 retours, avec 12 CHU, 2 LCC et 2 hôpitaux autres, et parmi ces 26, eh bien, 22 utilisent le guide de façon régulière, assez systématique. Donc 88%. Donc même si l'échantillon est relativement faible, on a parmi cet échantillon une utilisation importante du guide. Donc la moitié des réponses, 46%, pratiquement concernent les économistes de santé, suivies de quelques médecins, pharmaciens et méthodologistes et statisticiens. Alors, une des questions qui était posée était concernant les sections du guide qui étaient les plus consultées, et donc il apparaît clairement dans les réponses que ce sont les choix méthodologiques structurants de l'évaluation économique en santé, avec 73%, qui sont les plus consultés, suivis du choix méthodologique pour l'évaluation des résultats, LQL 17, le choix méthodologique pour l'évaluation des coûts et les choix méthodologiques pour l'évaluation pour la modélisation de l'évaluation économique qui arrivait en dernier. Alors, concernant les difficultés d'application du guide, eh bien finalement, sur les différents chapitres, on voit que pour la majeure partie des répondants, il n'y a pas de difficultés particulières d'application. Et lorsqu'il y en a, eh bien, elles concernent essentiellement les études d'utilité, le choix entre Q5D, tout à l'heure Benoît évoquait 3L, 5L, là c'était clairement le 3L versus HU3, les types de modélisation à développer, valorisation des consommations, accès à l'IRAM, je passe sur les autres difficultés. Alors, une des dernières questions qui étaient posées, c'est est-ce qu'on a des questions qui sont finalement restées sans réponse? Après consultation du guide méthodologique, pour la moitié des répondants, la réponse était oui, 33%. Et parmi, donc on demandait les questions, et on avait un certain nombre de réponses qui concernaient la thématique des coûts. Alors, par rapport à l'étape 2 sur le recueil des suggestions, on demandait donc les thèmes complémentaires à investiguer par rapport au guide, dans sa version de 2011. Et lorsqu'on a reclassé les différentes réponses, eh bien, la méthodologie de costing prenait le premier rang avec cette réponse,
tant en ce qui concerne le recueil que les méthodes d'évaluation, les bases de données, etc. à mobiliser. Ensuite, on avait la méthodologie d'évaluation économique avec le point de vue évaluation après commercialisation, l'accès aux données, l'assurance maladie hospitalière, l'impact budgétaire, le calcul du nombre de sujets nécessaires pour 2 personnes qui ayant répondu, et la méthode de révélation des préférences. La thématique du costing, donc en fait, notre étude corroborait les résultats d'une étude préalable qui avait été menée dans le cadre du réseau des économistes hospitaliers coordonné par Julia Bonas, qui est l'IGR en 2010. Et là encore, c'était la thématique du costing qui ressortait de façon prépondérante. Donc finalement, on avait une certaine homogénéité entre les économistes du réseau et puis les membres du groupe de travail GT4. Donc par rapport à ce constat, eh bien, on a décidé de rédiger un document méthodologique de construire, adapté à l'évaluation hospitalière, basé sur les coûts, uniquement sur les coûts, et pas le coût efficacité ou le coût utilité, c'est vraiment l'estimation des coûts. Alors, dans la structuration du document, on a choisi de créer 5 chapitres par rapport aux éléments à recueillir et investiguer dans le cadre de ce guide. Vous voyez qu'il y a une vingtaine de personnes, hein, c'est un travail collaboratif quand même de ces grande ampleur, réparti sur toute la France pratiquement. Avec donc en premier chapitre sur les méthodes existantes d'évaluation des coûts, les approches micro et gross costing. Donc il y a eu un certain nombre d'hypothèses qui ont été posées. Ici, une des hypothèses a été de ne pas entrer dans les méthodes combinées de style ABC ou TD-ABC par exemple, et de focaliser sur le micro et le gross costing. Chapitre 2, les sources de données utilisées, donc modalité de recueil. Le chapitre 3 sur le costing dans les études multicentriques, suivi d'un chapitre 4 sur le costing dans les essais internationaux. Et puis un chapitre 5 qui est consacré à l'approche statistique et au traitement statistique à mettre en œuvre lorsqu'on fait de l'évaluation de coûts. Alors concernant quelques mots maintenant sur les chapitres 1, puisqu'ils me reviennent, c'est en cours hein, maintenant par rapport à l'avancée du travail. Donc chapitre 1 et 2, puisque finalement il y a une complémentarité entre les 2 chapitres, il y en a une d'ailleurs entre les chapitres 3 et 4, eh bien sont développées de façon plus précise les méthodes existantes pour procéder à la mesure des coûts en milieu hospitalier, donc par rapport aux méthodes de micro-costing, les bottom-up, top-down, les méthodes de gross costing, les avantages et limites de chaque méthode et les recommandations. Ça c'était également une volonté du groupe. Donc, il y a vraiment des recommandations par rapport au contexte de l'étude, par rapport au contexte de l'évaluation des coûts, et puis que ce soit vraiment didactique, c'est-à-dire qu'on ouvre le guide et il y a le mode d'emploi qui figure de façon la plus précise possible et qu'on puisse suivre sans trop d'encombrement. Et ce développement a été homogénéisé sur les 5 chapitres. Ensuite, donc le développement du micro, du gross costing, les bases de données de l'assurance maladie, donc les bases de données à mobiliser en fonction des contextes. Là encore, comment faire pour mobiliser la base du SNIRAM, la base l'ENCC, etc. Le bilan donc les autorisations réglementaires, même si on sait qu'elles évoluent. L'illustration de quelques cas concrets, là c'est pour l'ensemble des chapitres où on s'est efforcé de faire ça. Et ensuite, pour chacune des bases, les avantages, les limites, et finalement en pratique, comme je le disais, on fait comment. Alors concernant les chapitres 3 et 4, costing dans les études multicentriques et dans les essais internationaux, les principes, l'intérêt, les difficultés qui sont associées à ce type d'études, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre en termes donc quelles sont les évaluations, quelles sont les recommandations en termes de recueil de données médico-économiques dans les essais internationaux. Concernant les ressources, tarifs et coûts unitaires, comment valoriser ces ressources, parce qu'il faut employer les tarifs et les coûts de production, et là encore, les auteurs essaient, dans la mesure de possible, de donner des recommandations de façon à ce qu'on puisse suivre la meilleure, ou en tout cas la moins mauvaise voie possible pour l'évaluation.
Les analyses statistiques, comparaison de données médico-économiques issues de plusieurs pays, là c'est toujours, on retrouve la question de la généralisation de la généralisabilité des données, et puis les recommandations. Concernant le dernier chapitre, qui est axé sur la méthode d'analyse et de traitement des données, c'était assez difficile parce que le périmètre est potentiellement extrêmement large. Donc on a décidé de focaliser sur les statistiques descriptives qui peuvent impérativement figurer dans les analyses. Comment les coûts doivent être comparés, donc les analyses univariées et multivariées, le traitement des données manquantes, des biais de sélection, et puis les analyses de sensibilité. Je termine ici. Donc à ce jour, on en est où? Donc les chapitres 1 et 2 sont finalisés. Il y a une grande autonomie entre sur les groupes. Et donc il y a une relecture croisée entre les chapitres 1 et 2, puisqu'ils sont relativement complémentaires, et donc l'homogénéisation était une étape importante, et les critiques, les remarques, etc. Les chapitres 3 et 4, donc les lectures croisées sont effectuées, les auteurs sont en train d'intégrer les commentaires, les suggestions sont en cours, et lorsque, le cas échéant, on fait appel à des relecteurs extérieurs. Le chapitre 5 a été relu par Julia et puis Catherine Beaujeune, et ce qu'il reste à faire d'ici à l'automne 2016, puisque finalement c'est la date, c'est fixé, la date butoir, c'est l'harmonisation puis la relecture interne du guide, une relecture externe du guide, donc on va solliciter un économiste pour notamment la rédaction de la préface introduction, et puis ensuite discuter ensemble des modalités de valorisation en numéro spécial, ou essayer de rendre accessible ce guide au plus grand nombre. Voilà, et vraiment un grand merci à tous les acteurs impliqués dans ce travail, parce que c'est un travail d'envergure, et il n'existe pas forcément de recommandations qui soient... Enfin, il y en a, bien entendu, mais elles sont éparses et parfois partielles sur les recommandations en termes de costing. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Lionel pour cette présentation très intéressante qui permet effectivement de savoir où on en est. Je pense que pour toi l'été sera très chaud si tu peux effectivement terminer cet ouvrage qui sera important. Ce qui me paraît extrêmement important, c'est vraiment la coordination forte qui existe entre le travail qui est mené à la Haute Autorité de Santé et le travail qui est mené pour les hôpitaux, bien sûr sous ta responsabilité jointe avec d'autres comme Julia Bonastre, et le fait que tu participes à la CEP de manière active permet cette bonne coordination entre le niveau national et puis le niveau auquel se placent les hôpitaux, pour lesquels on l'a bien compris aujourd'hui, l'enjeu majeur il est celui du costing, mais ce qu'on cherche aussi à faire, c'est faire en sorte de susciter aussi un intérêt pour l'autre partie, qui est la partie mesure des bénéfices, dont on parlera tout à l'heure, je pense, avec Luc. Je passe tout de suite la parole à Jean-Paul.